Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, on parle d'un grand classique du jeu de rôle que j'adore de tout mon cœur, les tables aléatoires. Si vous suivez les aventures sur la chaîne, nos parties, nos actual plays, vous l'avez déjà peut-être remarqué, les tables aléatoires, je les utilise constamment, à toutes les sauces, à toutes les occasions, dès que je peux. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, lorsque je fais mention d'une table aléatoire, c'est assez simple, c'est une liste de résultats qu'on consulte souvent avec un dé pour générer une idée, une rencontre, un lieu, un événement ou un détail inattendu. Certains jeux vont même utiliser les tables aléatoires pour la conception de personnages, mais je ne veux pas aller dans cette zone-là, c'est peut-être pour une autre vidéo. Là. On va rester focusé sur leur utilisation en partie. Sur papier, ça paraît très simple, mais elles possèdent justement leurs nuances, parce qu'en pratique, ça peut devenir un outil vraiment intéressant. Parce qu'une bonne table aléatoire, ça ne sert pas seulement à improviser. Elle sert à surprendre, à casser une forme d'automatisation, c'est-à-dire lorsque on va avoir nos réflexes habituels pour concevoir, pour créer des choses, une table aléatoire vient un peu dévier là-dessus et ça permet de relancer l'imaginaire, ça nous permet de faire naître des idées qu'on n'aurait peut-être jamais eues autrement. Alors, est-ce que les tables aléatoires enrichissent vraiment nos parties ou est-ce qu'elles risquent parfois de nuire au jeu lorsqu'elles sont mal utilisées? Dans cette vidéo, c'est un peu ça qu'on va aborder. On va voir pourquoi les tables aléatoires sont bien plus qu'un simple gadget, pourquoi beaucoup de critiques à leur sujet viennent surtout d'une mauvaise compréhension de leur rôle. Et en seconde partie de la vidéo, je vais vous proposer encore une fois un exercice. Ça avait été bien apprécié la dernière fois, lors de ma dernière vidéo plus technique théorique. Un exercice pour la conception d'une table aléatoire, voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique, vraiment, là, concrètement. Et on va commencer avec, disons, un premier commentaire qu'on peut entendre sur les tables aléatoires et voir comment est-ce qu'on peut, en quelque sorte, faire sortir le positif ou du moins mettre en lumière ce que cette critique-là peut peut-être ignorer. On fait mention souvent que les tables aléatoires vont nuire à la cohérence d'une partie. C'est, je crois, une des objections les plus courantes, dans le sens qu'on va reprocher aux tables de produire des résultats qui sont absurdes, déconnectés, vraiment du ton ou de l'univers dans lequel la partie se déroule. Et je pense que la table n'est pas vraiment censée remplacer, on va dire, le jugement du meneur de jeu. Là. Ça ne sert pas à imposer n'importe quoi, mais à proposer plus une direction. Le résultat brut, c'est souvent qu'une matière première qu'on peut un peu manipuler, modeler. C'est vraiment ensuite au meneur ou à la meneuse d'interpréter, d'adapter selon le contexte ou de reformuler pour que ça s'intègre le plus naturellement à la fiction. C'est dans le sens que ça ne détruit pas la cohérence. Ça met la cohérence au défi de se montrer créative. Donc, ce qu'on va lancer sur une table aléatoire, ça fait partie de l'exercice de rendre ça intéressant dans la partie aussi. Et je trouve que ça se nourrit de deux côtés. D'un côté, la table aléatoire, elle en quelque sorte, va prendre tout son sens si le meneur de jeu sait comment bien l'utiliser. Et de l'autre côté, le meneur de jeu lui-même peut se sentir inspiré par ce que la table aléatoire va lui proposer. Souvent, une deuxième critique qu'on peut entendre concernant une table aléatoire, on va parler du hasard qui remplace en quelque sorte l'imagination. Cette mention repose sur l'idée que recourir à une table serait une forme de paresse créative. En mon sens, c'est un non-sens, justement. C'est au contraire, je trouve que le hasard stimule l'imagination au lieu de le remplacer. On inventer seul, comme je l'ai mentionné, l'automatisation, c'est reproduire des habitudes, c'est avoir ses réflexes, ses motifs préférés. Moi, je le sais, lorsque je dois créer un nom sur le fly, sur le moment, pour un contexte de jeu, on me demande, le personnage va me demander c'est quoi le nom de tel personnage non-joueur. Souvent, il va y avoir un nom qui n'a aucun esti de bon sens, genre Black Soon ou Bobino Bobinette. Là. Ça a vraiment... Je trouve que j'ai mes réflexes qui se reproduisent en ce sens. J'ai souvent des connotations, on va dire des B là, qui reviennent dans mes noms quand je dois les improviser sur le moment. Et les tables, en quelque sorte, viennent casser cette forme d'inertie, cette espèce de boucle qui tourne. Ça nous force à faire un pas de côté, à relier des éléments inattendus et à explorer des pistes qu'on n'aurait peut-être pas envisagées. Ça ne crée pas à la place du meneur, ça nous pousse à créer autrement. Et ça, moi, je trouve que c'est un
une des forces les plus intéressantes des tables aléatoires. On peut aussi critiquer que les tables aléatoires donnent des résultats génériques ou sans saveur. Et en ce sens, je peux comprendre que oui, ça peut le faire, mais dans le contexte où la table, c'est pas une table qui est appropriée ou c'est une table qui est justement conçue pour être générique. Et si vous, comme je l'ai mentionné, si vous écoutez un peu sur la chaîne, vous allez voir, moi j'ai des tables aléatoires à toutes les saveurs et à toutes les sauces. Et justement, l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup pour les utiliser au bon moment afin qu'elles soient appropriées et qu'elles soient spécifiques et précises. Une table mal conçue, trop large, trop vague, trop composée d'entrées banales va assurément donner un résultat qui va être fade ou assez répétitif. Si une table produit quelque chose de trop générique, c'est plus un problème de design, c'est pas un problème inhérent au concept même des tables aléatoires. Sinon, on peut entendre aussi que les tables vont casser le rythme de la partie, qu'elles vont ralentir le jeu, qu'on doit s'arrêter, consulter un résultat, qu'on hésite, qu'on doit interpréter. Et là encore, il faut distinguer l'outil et son usage. Une table bien préparée, accessible et pertinente accélère souvent bien davantage qu'elle ne ralentit. Ça permet de répondre immédiatement à une situation imprévue sans devoir improviser dans le vide pendant plusieurs minutes. Et là, on s'entend, ça reste un outil, c'est pas magique, c'est pas, on va pas claquer des doigts et tout va se dérouler. Là. Si vous avez certaines difficultés en improvisation, ça pourrait ne pas être, on va dire, un carburant si pertinent que ça dans le contexte d'une partie. Si vous avez besoin de préparer, de concevoir d'avance plusieurs choses, là, c'est là que ça peut être aussi intéressant parce que vous pourriez utiliser une table aléatoire en amont de la partie. Alors, je l'ai déjà fait souvent pour de plusieurs campagnes, plusieurs aventures, de lancer moi-même pour le plaisir du meneur de jeu, pour sa conception, pour ses idées, de lancer d'avance sur certaines tables aléatoires en sachant qu'elles doivent être utilisées ou qu'elles vont être utilisées dans le contexte de la partie. Et moi, en tant que meneur, ça m'a permis d'avoir une certaine forme d'inspiration en lançant au hasard et en respectant, bien entendu, le résultat donné sur la table. Ça vient un peu en quelque sorte, comme j'ai fait mention tout à l'heure, on va dire, pas nous contraindre, mais un peu nous pousser à réfléchir autrement. Donc, ça peut être une façon de voir la chose si jamais vous avez une certaine difficulté si vous craignez en fait que ça va ralentir votre temps de jeu, eh bien vous pourriez peut-être lancer en amont certaines tables. C'est surtout si elles sont mal intégrées, parce que bien employées, elles vont maintenir leur élan dans la partie. Et selon moi, c'est un exercice qui, au fil du temps, à mesure que vous le faites, à mesure que vous devenez meilleur pour rebondir sur les idées qui vous seront proposées. Sinon, on peut entendre qu'une table aléatoire, c'est trop mécanique, c'est trop visible, c'est trop jeu en soi. Vraiment, comme si ça venait un peu en quelque sorte briser la fiction. Ça rend la fiction plus artificielle, comme si on pouvait voir les rouages derrière l'écran du meneur de jeu. Et bien que je pourrais comprendre, à un certain sens, cette préférence-là, mais déjà, le jeu de rôle de base, c'est un dialogue constant entre fiction et procédure, que ce soit des tests, des initiatives, des dégâts ou autres. Les tables aléatoires, ça fait juste assumer ce principe-là. Et même, je dirais plus que ça, et c'est là où c'est un élément que moi j'apprécie beaucoup des tables aléatoires. Ça vient, autant en tant que meneur qu'en tant que personne en tant que joueur dans une partie, c'est que ça vient renforcer l'impression d'un monde qui existe au-delà de la volonté immédiate du meneur. C'est un événement aléatoire, c'est une rencontre imprévue, un détail inattendu qui peuvent donner le sentiment que le monde est plus vaste et moins centré sur les besoins du scénario. Et en mon sens, je trouve que c'est plus crédible. Même si au contraire, ça fait partie des critiques qu'on pouvait entendre, que la table aléatoire venait un peu apporter du n'importe quoi, moi je trouve que ça apporte quelque chose de plus vivant, de plus réaliste dans une partie. Parce que justement, on laisse le hasard décider ce qui va survenir selon X, Y, Z dans le contexte où on doit se lancer sur une table aléatoire. Et le meneur de jeu se plie un peu, beaucoup, complètement, selon la situation, au résultat. Et moi, c'est une manière de voir qu'il y a justement plus que le contrôle. Il y a quelque chose de, on va dire presque de magique, on va dire ça comme ça, autour de la table qui se passe. Il y a des choses qui vont se dérouler que même le meneur n'avait pas prévu et qu'il n'avait pas conçu dans son esprit. Alors pour moi, c'est un des trucs que je trouve le plus fort. Ça ne tue pas la fiction, au contraire, ça donne une certaine forme d'épaisseur à cette fiction-là. Je trouve que c'est incroyable pour ça.
Et finalement, dernière critique que je voulais aborder avec vous, j'en conviens, il pourrait y en avoir plein d'autres. Il pourrait y avoir plein d'autres choses qu'on pourrait reprocher aux tables aléatoires, mais je voulais vraiment terminer avec celle-ci parce qu'elle me touche quand même beaucoup. C'est que les tables aléatoires vont favoriser le chaos au détriment du sens. Que dans le fond, les tables aléatoires viennent vraiment complètement briser cette espèce de ligne narrative qu'on voudrait avoir de la partie, le sens qu'on donne à la campagne qui est en cours, à cause qu'il y a un combat qui est trop dangereux, à cause qu'il y a une menace qui était inattendue, que le meneur de jeu a lancé sur une table aléatoire et que ça a vraiment eu des conséquences terribles dans la partie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est complètement un non-sens. Pour moi, c'est au contraire. Dans le jeu de rôle, le sens qu'on donne à une aventure, ça naît en fait de la manière qu'on va relier des éléments prévus ensemble. T'sais, pensez aux campagnes les plus mémorables, pensez aux aventures les plus marquantes que vous avez vécues. C'est pas celles qui suivaient un plan parfait, là. C'est celles qui vont vivre des accidents, des choix, des détours, qui vont devoir justement trouver une forme de cohérence dans les événements qui surviennent. Et ça permet en soi, les tables aléatoires permettent, autant pour le meneur que pour les joueurs et les joueuses, de favoriser cet exercice-là, dans le fond, parce que le jeu de rôle, même si c'est un module préécrit, même si c'est un module de commerce que vous avez déjà roulé 3-4 fois, il va y avoir des événements qui vont se dérouler qui ne se seront pas déroulés de la même façon dans des parties précédentes, et ça peut avoir un lien avec le fait des tables aléatoires, ça peut avoir un lien avec le hasard. Le jeu de rôle, c'est pas seulement l'exécution d'un récit qui est prévu, c'est aussi l'art de donner justement un sens à ce qui advient. Et pour moi, c'est tellement fort. Et cet exercice-là de donner du sens à quelque chose qui arrive, c'est très, très pertinent, autant pour le meneur que pour les joueurs ou les joueuses. Les tables aléatoires, c'est pas un abandon, c'est pas laisser de côté le contrôle, la cohérence ou la créativité. C'est une manière d'introduire une forme de surprise dans un cadre qui reste maîtrisé. Il y a quelque chose qu'on peut contenir, qu'on peut contrôler, mais il faut savoir quand même aussi se donner le droit d'être surpris et d'avoir de l'inattendu via des tables qui apportent leur petite épice, en fait, qui sont un élément dans un tout, parce qu'on ne peut pas juste reposer là-dessus. Et voilà. Mais plein d'autres choses. On pourrait dire plein d'autres choses là-dessus, mais maintenant, je peux pas non plus, je ne vais pas faire 3 heures sur les tables aléatoires. Qui sait, peut-être un jour, une autre présentation devant public, on ne sait jamais. Mais là, ce que je voulais vous proposer, en fait, c'était un exercice. Construire une table aléatoire utile et inspirante pour vos parties. L'objectif, créer une table de 6 résultats qui puissent être utilisés en partie sans donner de réponse fade, vague ou inutilisable, justement. Le but, ce n'est pas justement d'avoir une table qui est trop générique. Le but, ce n'est pas de remplir juste la table, mais de vérifier que chaque entrée dans la table donne le goût de jouer, donne le goût de continuer la partie. On va y aller avec une première étape, choisir un cadre précis. Donc, on va commencer par choisir un contexte très clair. Pas des rencontres, pas juste comme rencontre aléatoire, mais quelque chose de plus ciblé. On va vraiment commencer déjà avec une idée ciblée d'un contexte de partie. Et on va y aller avec, par exemple, le marais hanté. On va y aller vraiment avec le marais hanté. Plus le sujet est précis, meilleur, selon moi, sera la table. Étape 2, on va définir 3 piliers. Donc, 3 éléments essentiels que la table doit refléter. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Par exemple, on va y aller vraiment avec le marais hanté, ça va être notre sujet de l'heure. Pour moi, la table du marais hanté, elle va faire mention de l'humidité, la pourriture, l'enlisement. Ça va être la présence de mort ou d'esprit. Ça reste que c'est un marais hanté et c'est du danger ambigu, pas seulement du combat. Je ne veux pas juste que ce soit du gros bardassage dans le contexte de la table. Et ces piliers-là, en fait, vont servir plus de garde-fous. Chaque résultat que vous devez concevoir pour la table doivent au moins, on va dire, rentrer dans un de ces éléments-là. C'est concorder avec un de ces éléments-là que vous venez de mettre, ces espèces de piliers-là. L'étape 3, écrire 10 idées brutes. Vraiment 10 idées courtes liées au thème, quelque chose qui vraiment ne sera pas plus travaillé que ça pour l'instant. On va y revenir. Et toujours pour ce fameux marais hanté, on pourrait dire par exemple une barque vide coincée dans les roseaux, des voix qui murmuraient sous l'eau, un cadavre debout dans la vase immobile. Ça me fait vraiment rire quand je pense. Une cloche suspendue à un arbre mort, des feux follets qui imitent un campement, une pluie de sangsues, quelqu'un qui appelle à l'aide, sait-on jamais, un pont à moitié englouti, une tombe ouverte en pleine d'eau noire, ou une vieille offrande. Une offrande là, sur une espèce de petit tronc d'arbre encore fraîche.
Et à cette étape, on ne pense pas encore au terme de la qualité finale. On fait juste accumuler en soi de la matière des idées. Étape 4, améliorer chaque idée qu'on a sorti les idées brutes avec la règle des 3 questions. Donc, pour chaque idée, on va se poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que les personnages voient immédiatement, en lien avec la rencontre aléatoire. La deuxième, qu'est-ce qui rend le résultat intéressant en jeu. Et la troisième, qu'est-ce qui pourrait compliquer la situation. Et en exemple, une barque vide coincée dans les roseaux, ça, c'est vraiment l'idée de base, c'est l'idée brute. Si on prend la version améliorée, c'est une barque demi-submergée qui dérive entre les roseaux. À l'intérieur, il y a une lanterne encore chaude, un filet déchiré, des traces de mains boueuses sur le rebord. Et l'idée devient plus intéressante parce que là, il y a une image claire, il y a un mystère, il y a une suite possible et on va s'inspirer de cette table-là pour, en quelque sorte, continuer l'aventure. Et là, ensuite, on fait un test de qualité en étape 5. On va garder seulement 6 résultats sur les 10. Pour chaque entrée, on vérifie si est-ce que c'est spécifique? Est-ce que ça évite des résultats vagues comme un danger qui approche? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que le résultat permet, on va dire, provoque une décision? Est-ce qu'il y a une réaction à une question? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ça donne envie d'avoir justement une suite dans l'aventure? Est-ce que c'est évocateur? Est-ce que ça concorde à l'ambiance, à la tension? Est-ce que ça donne une image qui est très claire de l'ambiance de la partie? Est-ce que c'est différent des autres? Est-ce que 6 résultats, est-ce qu'ils se ressemblent entre eux ou non? Est-ce que c'est adapté au ton? Ça casse pas l'ambiance. C'est pas genre on trouve pas un clown dans le milieu du marais, quoique ça pourrait vraiment être effrayant. Et étape 6, on finalise la table. On prend les 6 meilleurs résultats qu'on a gardés et on les numérote de 1 à 6, ce qui nous donne notre table de découverte dans un marais hanté. Et je peux même vous donner les résultats si on lance un des 6 au hasard. Le 1, c'est une barque à demi submergée qui dérive entre les roseaux. Une lanterne encore chaude éclaire un filet déchiré, mais personne n'est à bord. 2. Une cloche funéraire pend à un arbre. Elle se met à sonner dès qu'on passe sous ses branches. 3. Un cadavre debout, enfoncé jusqu'au torse dans la vase qui fixe les voyageurs, et à son cou pend un médaillon qui doit valoir un certain montant. 4. Des feux follets apparaissent plus loin et dessinent les silhouettes d'un campement accueillant. Et lorsqu'on s'y approche, on découvre des eaux profondes et des ossements. 5. Une tombe de pierre a été fendue par des racines et à l'intérieur de l'eau noire se remue comme si quelque chose bougeait encore à l'intérieur. Et finalement, 6. On entend des voix. Quelqu'un qui appelle au secours dans le brouillard, mais c'est impossible de repérer sa position, mais on peut entendre des pas humides qui claquent dans l'eau qui entoure le groupe. Et voilà, c'est à la table des 6 entrées pour le marais hanté. Et qu'est-ce que cet exercice nous apprend? C'est qu'une bonne table pour des rencontres aléatoires, ça ne repose pas sur des idées au hasard. Ça repose sur un cadre clair, des résultats spécifiques, une capacité à provoquer des décisions. Parce qu'une bonne entrée de table, un résultat que vous avez lorsque vous lancez le D6, ça doit en fait vous donner envie de vous questionner. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça provoque ni question, ni tension, ni curiosité, peut-être qu'elle est trop faible, peut-être qu'elle est trop générique, peut-être qu'elle n'est pas appropriée au contexte de la partie. Et voilà. Hey! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les tables aléatoires. Il y aurait tellement encore plus de choses à dire. Je vais peut-être y revenir un moment donné. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo sur le sujet pour aborder d'autres éléments, peut-être un autre exercice qui sait. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous les utilisez pour vos parties? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Dans quel contexte? Vraiment, je serais curieux de savoir. Si vous avez des références à me donner, j'aimerais les prendre parce qu'il y a beaucoup de livres là-dessus quand même. Mais des fois, justement, je trouve que c'est trop générique. C'est un peu trop... J'aime ça quand c'est très spécifique à un contexte précis. Et sinon, bien, écoutez, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.